Il était une fois une célèbre vendeuse de chaussures dont la boutique se trouvait au cœur d'un marché réputé à Lagos. Elle était connue sous le nom de Yaba, ce qui signifiait la mère des chaussures. C'était une femme si chaleureuse et aimable que les gens l'adoraient facilement. Elle vendait des chaussures à des prix extrêmement bas, ce qui attirait une foule de clients dans sa boutique. Ils repartaient toujours avec le sourire, émerveillés par la qualité des chaussures qu'elle vendait à des prix dérisoires. Les autres marchands de chaussures du marché se plaignaient, incapables de comprendre comment elle réussissait à vendre à des prix si bas sans faire faillite. Mais Yaba se contentait de rire et poursuivait ses affaires comme d'habitude. Ce que personne ne savait, c'est qu'elle cachait un secret derrière son sourire chaleureux et ses paroles bienveillantes. Ses chaussures n'étaient pas ordinaires. Elles avaient un effet particulier sur ceux qui les portaient, un effet que personne ne pouvait imaginer. Un jour, un homme nommé Dio amena sa femme enceinte, Simi, dans la boutique de Yaba pour acheter des chaussures. Simi se disputait avec lui à cause d'un message qu'elle avait vu sur son téléphone, envoyé par sa meilleure amie. Dio tenta de lui expliquer que ce message ne signifiait rien, mais Simi était trop en colère pour écouter. Son cœur battait de fureur alors qu'elle le regardait fixement et lança: «Peu importe tes excuses, Dio, tu m'as menti, et maintenant je vois clair dans ton jeu.» Dio soupira en passant une main dans ses cheveux. «Simi, on peut ne pas faire ça ici. Achetons juste les chaussures et rentrons à la maison.» Simi ricana et lui tourna le dos. Les chaussures qu'ils avaient choisies restèrent sur le comptoir, oubliées. Iyabad, qui se tenait à côté d'eux, sourit et tenta de convaincre Simi d'acheter les chaussures. Mais cette dernière refusa catégoriquement, affirmant qu'elle n'était plus intéressée. Voyant que le couple ne voulait plus de la paire choisie, Iyabad décida de jouer un tour pour les convaincre. Elle prit son téléphone et fit semblant d'être en conversation avec un client intéressé par la même paire de chaussures. «Oui, elles sont encore disponibles», disait-elle au téléphone. «Une cliente vient de changer d'avis, mais si vous venez rapidement, je peux vous les garder.» Simi jeta un regard intrigué à la vendeuse. Elle observe les chaussures quelques secondes. Elle avait décidé de les laisser, mais les paroles de Yabat la firent douter. Si quelqu'un d'autre se précipitait pour les acheter, c'était peut-être qu'elles en valaient vraiment la peine. Finalement, elle changea d'avis et les prit pour elle. Voyant son hésitation, Dio soupira et sortit son portefeuille. «D'accord, achetons-les et rentrons», dit-il en payant non seulement la paire choisie par Simi, mais aussi une seconde qui lui semblait convenable pour lui-même. Yabat leur adressa un doux sourire en emballant les chaussures dans un sac en papier brun. «Vous avez fait le bon choix, mes enfants», leur dit-elle en leur tendant le sac. Simi esquissa un léger sourire et s'éloigna. Le trajet du retour fut silencieux et tendu. Simi, assise à côté de son mari dans la voiture, croisait les bras et regardait fixement par la fenêtre. La colère bouillonnait toujours en elle à cause du message qu'elle avait vu. Et la dernière chose qu'elle voulait, c'était parler à Dio. Ce dernier, sentant son humeur sombre, resta concentré sur la route, serrant fermement le volant. Quelques minutes plus tard, ils arrivèrent chez eux. Toujours furieuse, Simi ignora Dio et se dirigea directement vers leur chambre. Elle déposa le sac contenant les chaussures dans leur armoire avant d'aller à la cuisine pour préparer à manger. Elle passa des heures à cuisiner, cherchant à s'occuper l'esprit. Soudain, un cri strident retentit à l'étage. Simi, tenant son ventre arrondi, paniqua et se précipita en haut des escaliers. Lorsqu'elle atteignit leur chambre, et elle trouva son mari profondément endormi. Simi ne comprenait pas ce qui venait de se passer. Elle fixait Dio, qui semblait dormir paisiblement sur leur lit. Simi se demandait si elle avait imaginé toute la scène. Elle était certaine d'avoir entendu un cri, mais en voyant Dio dormir, elle se mit à douter de la réalité de ce qu'elle avait perçu. Elle retourna à la cuisine et continua à préparer son repas. Quelques instants plus tard, elle avait terminé et servi le repas à Dio, s'attendant à ce qu'il mange après cet étrange épisode. Mais Dio ne toucha pas à son assiette. Il lui annonça qu'il n'avait pas faim, et Simi n'en croyait pas ses oreilles. En toutes ces années, Dio n'avait jamais refusé la nourriture qu'elle préparait, même lorsqu'ils se disputaient. Il avait toujours veillé à manger ce qu'elle cuisinait. Le voir refuser son repas lui brisa le cœur d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. «Alors, maintenant, tu refuses ma cuisine?» demanda-t-elle à son mari. Dio siffla entre ses dents et continua à dormir. Simi, bouillonnant de colère, leva les yeux au ciel et quitta la chambre.
Elle s'assit dans la salle à manger, furieuse, fixant son repas du regard. Quelque chose dans le comportement de Dio l'inquiétait. Il n'avait jamais rejeté sa nourriture auparavant, même après leur pire dispute. Ce soir-là, c'était comme s'il était devenu un tout autre homme. Simi tenta de chasser son malaise, trouvant des excuses pour lui dans sa tête. Peut-être qu'il est juste fatigué, se dit-elle. Mais au fond d'elle, quelque chose ne tournait pas rond. Le lendemain matin, Simi avait rendez-vous chez son médecin. Elle enfila ses nouvelles chaussures et se rendit directement à l'hôpital. À son arrivée, plusieurs examens de routine furent effectués et les médecins ne pouvaient pas en croire leurs yeux. Son taux de globules rouges avait chuté de manière drastique. Inquiets pour sa santé, ils lui posèrent plusieurs questions. « Vous sentez-vous faible ou étourdi ?» demanda le médecin. Simi secoua la tête, se demandant pourquoi il avait l'air si préoccupé. Elle resta assise, tendue, tandis que les médecins chuchotaient entre eux, jetant de temps en temps des regards inquiets dans sa direction. « Simi, c'est très sérieux », déclara finalement le médecin d'un ton grave. Il lui révéla que son taux de sang baissait à un rythme alarmant. « Si cela continue, cela pourrait mettre en danger votre vie et celle du bébé », expliqua-t-il, avant de lui annoncer qu'elle devait subir une opération en urgence. Simi sentit son monde s'effondrer. Elle appela immédiatement Dio, mais il ne répondit pas. Assise sur son lit d'hôpital, son téléphone serré entre ses mains, elle sentit l'angoisse monter en elle. Dio n'avait jamais ignoré ses appels auparavant. Pourquoi maintenant? Elle était en plein désarroi quand le médecin revint dans la chambre. « Madame Simi, nous ne pouvons pas attendre plus longtemps. Si nous n'agissons pas maintenant, nous risquons de vous perdre, vous et le bébé. » Simi déglutit avec difficulté et hocha la tête, mais elle déclara qu'elle devait d'abord voir son mari. « Je vais bien, je ne peux pas me faire opérer sans être sûre qu'il va bien, » insista-t-elle. Malgré les protestations du médecin, elle quitta l'hôpital, le cœur chargé d'inquiétude. Quelques minutes plus tard, elle arriva chez elle. En ouvrant la porte, elle découvrit son mari dans les bras de sa meilleure amie, Ti. Simi resta figée, les observant en silence. À cet instant précis, elle sentit un liquide chaud couler le long de ses jambes. Son bébé la quittait. Une douleur fulgurante traversa son ventre. Elle se mit à pleurer, accablée par une souffrance indescriptible. Dio et Ti sursautèrent en la voyant. « Simi !» s'écria Dio en se précipitant vers elle. Il la saisit par la main, mais elle vacilla, sa vision devenant trouble. Elle s'effondra au sol, inconsciente. Dio la transporta en urgence à l'hôpital. Quelques heures plus tard, elle se réveilla dans une chambre d'hôpital. Son bébé était parti. Assise à son chevet, Ti était là, tout comme Dio, qui ne semblait pourtant pas regretter ce qui s'était passé. Simi sentit son cœur se remplir de rage et de douleur. Allongée, elle écouta Dio lui annoncer « Je suis fatiguée de notre mariage. J'aime Ti et je veux être avec elle. » Simi n'arrivait pas à croire ce qu'elle entendait. Son monde s'effondrait. Elle fixa Dio, cherchant ne serait-ce qu'une lueur de culpabilité, un signe qu'il réalisait le mal qu'il lui faisait. Mais son visage était vide d'émotion, comme si elle était une étrangère et non la femme à qui il avait juré fidélité. Ti, assise à côté de lui tenait la main avec une expression faussement compatissante. « Je suis désolée, Simi, » murmura-t-elle. Mais Simi ne vit aucune trace de remords dans son regard. Elle serra les draps de son lit d'hôpital, son corps tremblant de rage. Elle regarda son mari se tenir fièrement aux côtés de sa meilleure amie. Son bébé était parti. Son mariage était fini. La vie qu'elle avait bâtie et l'amour qu'elle avait donné lui avaient été arrachés sous ses yeux. Le médecin entra à ce moment-là et annonça qu'elle aurait besoin de quelqu'un pour s'occuper d'elle. Simi se tourna vers Dio, qui déclara froidement « Je serai très occupé. Tu peux rester à la maison, mais ne compte pas sur moi pour prendre soin de toi. » Ces mots brisèrent encore plus son cœur. Elle le regarda, impuissante, alors que Dio et Ti quittaient la chambre d'hôpital sans un regard en arrière. Simi se sentait détruite. La trahison, la douleur, la perte. Tout s'effondra sur elle d'un coup. D'une main tremblante, elle composa un numéro qu'elle n'aurait jamais imaginé appeler. Après plusieurs sonneries, une voix familière lui répondit. « Simi, ça va ?»« J'ai besoin de ton aide, maman, » répondit-elle à sa belle-mère avant de fondre en larmes. Sa belle-mère, entendant son désespoir, lui demanda où elle se trouvait et arriva quelques heures plus tard à l'hôpital. Pendant des années, Simi s'était tenue à distance d'elle, la considérant comme une femme cruelle qui ne se souciait pas d'elle.
Mais à cet instant, brisée et sans personne d'autre vers qui se tourner, elle comprit qu'elle avait besoin d'elle. Lorsque sa belle-mère entra dans la chambre, ses yeux étaient emplis d'inquiétude. Simi éclata en sanglots en la voyant. Que s'est-il passé, Simi demanda-t-elle doucement. Simi lui raconta tout. La trahison de son mari et de sa meilleure amie, la perte de son bébé, le vide qu'elle ressentait. Sa belle-mère resta silencieuse un moment, puis prit ses mains dans les siennes. Ce geste simple fit voler en éclats les barrières que Simi avait érigées autour d'elle. Les jours passèrent et Simi fut finalement autorisée à quitter l'hôpital. Elle rentra chez elle avec sa belle-mère, qui prit soin d'elle. Mamao s'assura qu'elle retrouve des forces. Elle cuisina pour elle, la réconforta et prit soin d'elle d'une manière que Simi n'aurait jamais imaginée. Pour la première fois de sa vie, Simi vit sa belle-mère sous un jour différent. Non pas comme une ennemie, mais comme la seule personne qui était véritablement restée à ses côtés lorsqu'elle n'avait plus personne. Cependant, au fond d'elle, un feu brûlait. Simi ne pouvait se débarrasser du sentiment que ses souffrances n'étaient pas ordinaires. Ce n'était pas seulement de la malchance, cela ressemblait à quelque chose de bien plus sombre. Elle en parla à sa belle-mère, qui lui conseilla de prier avec ferveur pour obtenir des réponses. Simi suivit ce conseil, et c'est ainsi que tout s'intensifia d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Son mari, B, développa une profonde haine envers elle. Il ne montrait plus aucune empathie et alla même jusqu'à l'enfermer dehors une nuit, lorsqu'elle revint d'une courte visite à l'hôpital. Simi frappa à la porte en appelant son nom, mais il ne répondit pas. À l'intérieur, elle pouvait entendre des rires. Le rire de Ti, son ancienne meilleure amie, qui avait désormais pris sa place dans la maison qu'elle avait construite avec son mari. Les larmes coulaient sur son visage, alors qu'elle restait debout dehors, tremblante de froid. La trahison était comme une lame s'enfonçant plus profondément dans son âme. Le lendemain matin, sa belle-mère Mamao la retrouva recroquevillée sur le perron, le corps affaibli. Sans hésitation, elle décida de ramener Simi chez elle. Sur le chemin, elles passèrent par le marché, car Mamao devait récupérer quelque chose. En marchant dans le marché, Simi remarqua quelque chose d'étrange qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Yata, la vendeuse de chaussures, se tenait dans sa boutique, tandis que des clients entraient et sortaient. Simi aperçut alors une créature terrifiante qui attirait les gens dans la boutique. Son souffle se coupa et elle attrapa le bras de Mamao. « Mama, tu vois ça ?» chuchota-t-elle en pointant la boutique de Yata. Mais Mamao ne voyait rien d'anormal. Simi resta figée, terrifiée, observant le démon détourner les clients vers la boutique de Yata. Elle se rappela alors le jour où son mari et elle avaient acheté des chaussures chez Yata. C'était après ce jour-là que tout dans sa vie avait commencé à s'effondrer. Ses mains tremblèrent lorsqu'elle réalisa la vérité. Yata n'était pas une simple vendeuse de chaussures. C'était une femme maléfique qui se nourrissait des destinées des gens sans méfiance. Elle baissa les yeux et comprit avec effroi qu'elle portait encore ses chaussures maudites. Simi raconta alors à sa belle-mère tout ce qui s'était passé dans la boutique de Yata. Mamao n'en croyait pas ses oreilles. Sans perdre de temps, elle emmena Simi voir son pasteur. Celui-ci révéla que les chaussures étaient à l'origine de toutes ces infortunes. Elles étaient mal maudites et portaient un esprit maléfique destiné à semer la discorde, transformer l'amour en haine, la confiance en trahison et la joie en tristesse. Simi eut le souffle coupé en entendant le pasteur poursuivre. Ces chaussures sont des objets maudits, créés par une femme maléfique qui vole la destinée de ceux qui les portent. Chaque fois que tu les portais, elle te privait de tes bénédictions et les transférait à elle. À cet instant, Simi comprit pourquoi les chaussures de Yata étaient vendues à des prix dérisoires. Son but n'était pas de faire du profit, mais de voler la destinée de ses clients, une valeur bien plus précieuse que l'argent. Les larmes montèrent aux yeux de Simi lorsqu'elle saisit l'ampleur de ce qui lui était arrivé. Yata lui avait tout pris, son amour, son mariage, son bébé, et maintenant sa paix intérieure. Le pasteur lui expliqua qu'elle devait détruire les chaussures pour se libérer, mais il l'avertit. Si elles ne sont pas détruites correctement, la malédiction pourrait perdurer et causer encore plus de ravages. Il lui remit alors une bouteille d'huile d'onction qu'elle devait utiliser pour oindre ses pieds, tout en priant contre toutes les alliances maléfiques placées sur sa vie. Simi hocha la tête en serrant la bouteille dans ses mains. Elle ne laisserait pas Yata gagner, pas après tout ce qu'elle lui avait fait subir.
Elle suivit les instructions du pasteur et brûla les chaussures. Alors qu'elle prenait feu, un cri perçant résonna dans l'air. Mais elle savait que son mari, Dio, était toujours sous l'emprise de la malédiction. Simi était certaine qu'il ne la croirait pas si elle lui racontait toute l'histoire. Elle décida alors de mettre en place un plan ingénieux. Elle savait que Dio ne portait jamais ses chaussures à son travail. Un jour, alors qu'il était absent et que Ti aussi était sorti, Simi profita de l'occasion. Elle utilisa son double des clés pour entrer discrètement dans la maison et fouilla chaque recoin à la recherche des chaussures. Finalement, elle les trouva, soigneusement cachées sous le lit. Elle les emballa immédiatement dans un sac plastique. Simi sortit de la maison et arriva chez sa belle-mère avec une chaussure qu'elle savait devoir brûler pour libérer son mari. Cependant, alors qu'elle s'apprêtait à la brûler, elle entendit frapper à la porte et se demanda qui cela pouvait être. Simi hésita un instant, fixant la porte avec terreur. Sa belle-mère, en entendant la sonnette, sortit de la pièce pour voir qui c'était. Lorsqu'elle ouvrit la porte, elle découvrit avec stupeur la vendeuse de chaussures maléfique, furieuse. « Où est-elle » demanda-t-elle avec colère. Mama Ojo lui demanda ce qu'elle faisait chez elle. « Je ne suis pas là pour toi, je suis là pour la fille », répondit-elle d'une voix si menaçante qu'elle fit frissonner Mama Ojo. Mais celle-ci ne céda pas. Elle se redressa et se tint fermement devant l'entrée. « Tu n'as rien à faire ici. Pars d'ici avant que je ne fasse quelque chose que tu regretteras. » La vendeuse Yata éclata d'un rire glaçant, un rire qui résonna dans toute la maison comme un murmure venu d'outre-tombe. « Faire quelque chose que je regretterais » ricana-t-elle. « Vieille femme stupide, tu te mets en travers de force bien au-delà de ta compréhension. » Mama Ojo resta imperturbable, resserrant sa prise sur le cadre de la porte. « Je sais qui tu es maintenant. Une voleuse, une dévoreuse de destin et de bonheur. Tu as peut-être réussi avec d'autres, mais pas avec ma fille. Pas sous mon regard. » Le visage de Yata s'assombrit, son air menaçant disparaissant pour laisser place à une expression inhumaine. Ses yeux brillèrent d'une lueur surnaturelle. « Cette fille m'a pris quelque chose, et je suis venu le récupérer. » À l'intérieur, Simi serrait la chaussure maudite entre ses mains tremblantes. Elle savait qu'elle devait agir vite. Si Yata était venue, c'était parce qu'elle avait peur. Cela signifiait que la malédiction s'affaiblissait déjà. Simi courut vers le foyer derrière la maison et attrapa une bouteille d'huile d'onction. Elle aspergea complètement la chaussure d'huile tout en murmurant les prières que le pasteur lui avait données. Dès que l'huile toucha le cuir maudit, un hurlement atroce s'échappa de la chaussure. Celle-ci se tordit de manière anormale, comme si quelque chose en son sein luttait pour en sortir. Dehors, Yata hurla, ordonnant à ce qu'on arrête Simi. Sa voix n'avait plus rien d'humain, elle était profonde et emplie de rage. Mais Simi ne s'arrêta pas. Elle jeta la chaussure dans le feu. Dès que les flammes l'engloutirent, la maison entière trembla. Une fumée sombre jaillit de la chaussure, prenant une forme anormale. La pièce devint glaciale tandis que l'entité maléfique logée dans la chaussure était forcée d'en sortir. Yata poussa un hurlement glaçant, portant les mains à sa poitrine, son corps convulsant. Ses ongles griffaient sa peau comme si quelque chose lui était arraché. Mama Ojo et Simi regardèrent avec horreur son corps commencer à se décomposer sous leurs yeux. Sa peau lisse devint grise, ses yeux roulèrent en arrière, et elle s'effondra au sol, ne laissant derrière elle qu'un tas de poussière. Le silence qui suivit fut assourdissant. Simi et sa belle-mère restèrent de figés, fixant la cendre là où se trouvait autrefois Yata. Un vent froid souffla, dispersant ses restes dans l'air. Pendant ce temps, Dio dînait avec Ti lorsque la malédiction fut rompue. Il ouvrit soudainement les yeux, stupéfait, se demandant ce qu'il faisait avec Ti. « Tu es ma femme » demanda-t-il, confus. Ti, surprise, le regarda avec incompréhension. « Quelle question stupide est-ce là ?» Dio, paniqué, attrapa son téléphone pour appeler sa femme. Ti n'avait jamais été aussi déconcertée. Elle pensait que Dio l'aimait sincèrement, ignorant qu'il était sous l'emprise d'un sort qui venait d'être brisé. Les mains tremblantes, Dio composa le numéro de Simi. Il ne comprenait pas pourquoi il l'avait abandonné, pourquoi il l'avait trahi, pourquoi il avait ressenti un attachement aussi irrationnel pour Ti. C'était comme si un brouillard s'était dissipé et qu'il voyait enfin clair. Le téléphone sonna, et Simi, encore sous le choc, fixa l'écran. Son cœur battait à tout rompre lorsqu'elle décrocha. « Est-ce Simi ? Simi »
balbutia Dio, sa voix tremblante. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je jure que je ne comprends pas comment j'ai pu laisser cela arriver. S'il te plaît, dis-moi où tu es. Simi ferma les yeux. Elle entendait la détresse dans sa voix, mais était-ce suffisant? Tu m'as abandonné, dit-elle doucement. Tu m'as laissé quand j'avais le plus besoin de toi. Je sais, murmura-t-il, et je passerai le reste de ma vie à me racheter, si tu me laisses une chance. Soudain, T lui arracha le téléphone. Dio, qu'est-ce que cela signifie? Je pensais que tu m'aimais. Mais Dio ne lui prêta même pas attention. Son regard était empli de regret. Ses mains tremblaient en reprenant le téléphone. Simi, s'il te plaît. Elle resta silencieuse un long moment avant de répondre. Tu étais sous un sort, Dio. La vendeuse de chaussures, Yata, a utilisé ses chaussures maudites pour détruire nos vies. Tout ce qui s'est passé, ta trahison, ma souffrance, la perte de notre enfant, tout était à cause de sa magie maléfique. Yata, la vendeuse de chaussures. Oui, répondit-elle d'une voix tremblante mais déterminée. J'ai détruit les chaussures maudites, et à l'instant où je l'ai fait, le sort qui pesait sur toi s'est brisé. Dio s'excusa, lui jurant que ce qu'il ressentait pour Ti n'était pas réel. À ces mots, Ti s'effondra en larmes. Son visage devint livide tandis que la vérité s'imposait à elle. L'amour qu'elle croyait réel, l'affection qu'elle pensait partager, tout n'était qu'un mensonge, une manipulation due aux chaussures maudites. Elle avait trahi sa meilleure amie pour rien. Elle attrapa la main de Dio, suppliante. « Tu m'aimes? Nous étions heureux ensemble. » Dio retira lentement sa main en secouant la tête. « Je ne t'aime pas, Ti. Je ne sais même pas pourquoi j'ai jamais cru que c'était le cas. » Ti s'effondra sur une chaise, en sanglots. Elle avait tout perdu. Son ami, l'homme qu'elle croyait aimer, et surtout, sa dignité. Comprenant qu'elle avait perdu la bataille, elle fit ses valises et partit. Dio savait que Simi ne lui reviendrait pas immédiatement. Il devait regagner sa confiance. Pendant des semaines, il se rendit chez Mama Ojo, offrant son aide, suppliant pour une seconde chance, prouvant par ses actes qu'il regrettait tout ce qui s'était passé. Simi l'aimait encore, mais elle n'était plus la femme naïve qu'elle était autrefois. Elle lui imposa des limites claires, voulant voir s'il était sincère et prêt à réparer ses erreurs. Non seulement avec des mots, mais avec des actions. Et Dio le fit. Les mois passèrent, et leur lien se renforça. Les blessures étaient toujours là, mais elles cicatrisaient doucement. Ensemble, ils pleurèrent leur enfant perdu. Ensemble, ils trouvèrent du réconfort. La morale de cette histoire: tout ce qui brille n'est pas or. L'attrait de chaussures bon marché et de haute qualité avait aveuglé les gens sur le danger caché. Quand quelque chose semble trop beau pour être vrai, c'est souvent le cas. Aussi, ceux que l'on soupçonne le moins peuvent parfois devenir nos plus grands soutiens. Il est important de ne pas juger trop vite. Enfin, l'égoïsme mène toujours au regret. Ti, aveuglé par ses désirs, a tout perdu. Son ami, sa dignité et sa paix intérieure. La trahison peut sembler payante à court terme, mais elle finit toujours par causer de la douleur. En fin de compte, une autre leçon essentielle de cette histoire est que le mal prospère dans l'ignorance. Yata a profité de ceux qui ne savaient pas mieux, utilisant leur manque de conscience pour les manipuler et ruiner leur vie. Cela nous enseigne l'importance d'être toujours vigilant et spirituellement discernant quant aux choses que nous introduisons dans nos maisons et nos vies. De plus, l'histoire souligne que le pardon est puissant, mais que la confiance doit être reconstruite. Simi a choisi de pardonner Dio, mais elle ne l'a pas immédiatement laissé revenir dans son cœur. Au contraire, elle a fixé des limites et lui a permis de prouver sa sincérité. C'est une leçon cruciale pour toute personne ayant été blessée. Il est bon de pardonner, mais il est tout aussi important de s'assurer que la personne qui nous a fait du mal assume ses actes et travaille sincèrement à se racheter. J'espère que vous avez apprécié l'histoire.